Bonjour, nous sommes le lundi 27 avril. La situation internationale se décompose et le danger de guerre demeure. Donc on est dans une époque grise qui tourne au noir et qui a un temps de tous les périls. Alors, ce que notre Institut Schiller et sa présidente internationale, Elgazep Larouche, a dit doit être un marqueur. À l'époque des armes thermonucléaires, l'humanité doit refuser de rentrer dans toute approche de guerre. C'est-à-dire, la guerre devient un instrument de destruction et d'anéantissement de tous. Elle est vouée à une escalade. Si l'économie ne permet pas un développement mutuel, une croissance partagée, fatalement, la finance pousse à la guerre. Et cette guerre, d'escalade en escalade, risque de devenir rapidement un affrontement où intervient le nucléaire. Alors justement, si vous pensez que c'est allé trop loin de le dire, il est rapporté de différentes sources américaines, et en particulier de notre ami, qui est quelqu'un d'extrêmement bien renseigné, notre ami qui a puisé dans différents secteurs, qui est un ancien du renseignement, c'est un ancien analyste de la CIA. Il a réussi à recouper le fait que Trump, dans une réunion de la direction américaine, de son administration, a évoqué la possibilité du retour nucléaire. Et à ce moment-là, c'est le chef des armées, King, qui leur aurait dit « Pas question, on ne peut pas, les États-Unis ne peuvent pas faire une telle chose. » Et Larry Johnson, puisque c'est son nom, rapporte que le lendemain, Trump a complètement changé d'opinion, comme il fait très souvent, et il a dit jamais les États-Unis n'auraient recours à l'arme nucléaire, jamais ils ne le feraient. Ces contradictions dans tout ce que dit et fait Trump. Il y a ses excès, ses insultes, vis-à-vis même de ses plus proches, comme Tucker Carlson ou Mary Taylor Greene. Alors, ce qui est en cause aujourd'hui, c'est précisément l'état mental du président du pays le plus puissant du monde, les États-Unis. C'est pour ça que la question de la guerre se pose par-delà ce qui l'engendre. Toujours dans l'histoire, il faut une personnalité qui y mène. Et là, on l'a, c'est Trump dans l'état mental où il se trouve. Et bien qu'il soit encore arrêté par des gens qui sont moins fous, moins mentalement instables que lui, c'est lui qui est quand même le président des États-Unis. Alors, il est clair que dans la guerre en Iran, cette guerre ne peut pas être gagnée en tant que telle par les États-Unis. Récemment, la délégation iranienne est allée à Islamabad pour discuter avec le président du Parlement et le ministre des Affaires étrangères. Les Américains n'y sont pas allés. Trump a annulé au dernier moment en disant un vol de 18 heures, c'est trop long. D'ailleurs, Vance, Jared Kushner, et Witkoff ont autre chose à faire. On est là. Et Trump continue à attaquer les uns les autres. Il a insulté Tucker Carlson, qui était un de ceux qui lui ont permis d'arriver où il est arrivé. Tucker Carlson a demandé littéralement de le pardonner à son auditoire pour avoir induit en erreur en l'orientant vers un vote pour Trump. On en est là. Mary Taylor Greene a dit qu'il faut unir tous les gens contre la guerre aux États-Unis, qu'ils soient républicains ou démocrates, qu'ils soient progressistes ou réactionnaires, tout ce qui est contre la guerre doit s'unir. Donc on en est là, une situation d'extrême instabilité, avec un Trump de plus en plus disposé à n'écouter que lui-même, et son entourage le plus extrême. On peut dire qu'il est ultra-sioniste, on peut dire qu'il est d'extrême droite, on peut dire que c'est la base d'un nouveau fascisme, on peut dire que c'est la finance internationale à son heure ultime. Mais quelle que soit l'étiquette qu'on lui colle, on en est là, avec en effet cette union de gens de Silicon Valley, la tech pour la tech, la technologie pour la technologie, Wall Street et le monde de la finance, et toutes les usines d'armement qui ont financé tous les sénateurs américains et les représentants au Congrès. Donc on en est dans un système de l'intérieur pollué et corrompu. Et un peuple américain
qui a perdu tout repère. Et le risque de guerre doit s'inscrire dans ce contexte-là. C'est pour ça que nous assistons davantage et nous avons décidé, à l'international, d'organiser un mouvement qui dit deux choses. La première, c'est que Trump mériterait que l'article 25 de la Constitution américaine soit engagé. C'est-à-dire une destitution, un impeachment pour son état mental dérangé. Mais c'est trop difficile à mettre en place. Il faut l'accord du vice-président Vance, il faut l'accord de l'ensemble, ou au moins une majorité de l'administration, et puis après, il faudra l'accord pratiquement des 2 tiers du Congrès. Donc ça prend trop de temps. Il y a des précédents, il y a le précédent qui a été fait pour acculer Nixon à démissionner, mais ça prend trop de temps. C'est trop urgent, la crise dans laquelle on se trouve. Donc nous avons décidé, aux États-Unis et dans le monde entier, de mettre la pression sur les membres du Congrès pour qu'ils coupent les cordons de la bourse à la guerre, qu'ils refusent d'accorder les 200 milliards que réclame Trump pour la guerre. Alors c'est le War Powers Act. Et une délégation aux États-Unis, nos amis, sont allés voir tous les congressistes, ils ont recueilli leur avis, ils ont insisté, et il y a une opposition au sein du Congrès. Là aussi, il y a un congressiste républicain, Massey, et un congressiste démocrate de Californie, qui ensemble travaillent à faire passer ces War Powers Act. Alors, 2 fois, ils ont échoué. Maintenant, 60 jours ont passé, c'est les 60 jours que certains membres républicains voulaient donner à Trump pour continuer sa guerre avant l'approbation du Congrès, ce qui n'est pas constitutionnel, mais enfin, c'était sur la table. Maintenant, les 60 jours sont passés. Donc, que feront ceux qui cherchaient un prétexte pour ne pas voter, pour ne pas arrêter la guerre? Et c'est là qu'on en est. Donc, nous avons eu des lettres qui ont été envoyées, certaines très émouvantes, par des membres du mouvement de la paix, mais aussi par des gens plus pragmatiques, qui ne veulent pas de cette guerre et qui voient son danger. Aussi, nous avons organisé des institutions au sein des États-Unis. Jack Gilroy, par exemple, de Pax Christi, différents mouvements religieux, aussi des mouvements à la fois catholiques, protestants et musulmans, et l'islam. Donc, cette opposition conjuguée, et on en est là. Est-ce que le mouvement d'opinion aux États-Unis sera assez profond pour arrêter Trump et pour aller dans ce que notre candidature à la présidence, notre candidate à la présidence, Diane Seyr, défend, une nouvelle architecture de développement et de sécurité mutuelle. Très concrètement, quelque chose qui change l'orientation de la société, car l'orientation de la société, je vais vous le dire tout à l'heure, c'est une orientation autodestructrice. Cette société est en train de se détruire. D'où, face à cette destruction, les gens qui sont en place sont portés à exercer le chantage de la guerre. Encore une fois, on aboutit toujours à la guerre et au danger de guerre. Alors, je vous demande, à vous qui m'écoutez, de prendre contact avec Solidarité et Progrès, avec l'Institut Schiller en particulier, l'Institut Schiller international, pour envoyer des lettres aux congressistes américains et leur dire qu'il faut qu'ils votent contre la guerre. Et puis ensuite, nous nous battrons pour qu'on base la paix sur ce que, au Proche et Moyen-Orient, on appelle notre plan Oasis, un plan qui est basé sur le développement économique par l'eau, par l'énergie, et reconnaissant l'État palestinien et travaillant avec des courants d'Israël qui devront chasser Netanyahou, Ben Gvir et Smotrich du pouvoir, et qui devront accepter un développement mutuel. Et c'est par ce développement mutuel qu'on aboutira à la paix. Il n'y a pas de schéma institutionnel. Il y a des interlocuteurs qui doivent travailler ensemble pour la paix, au niveau du Proche et Moyen-Orient, mais bien plus de toute l'Asie du Sud-Ouest, depuis l'Inde jusqu'à l'Égypte. Et c'est ça notre plan de paix. Nous avons présenté, fait par un de nos militants, une excellente présentation de ce plan Oasis pour la paix. L'image Oasis a été évoquée aussi par le pape au cours de son voyage en Afrique. Ça ne se réfère pas à notre plan Oasis, mais c'est la même idée, un Oasis de paix. Ce voyage du pape en Afrique est très important de ce point de vue-là. Donc, cela définit la situation dans laquelle on se trouve. Et il faut bien voir que cet effondrement mental de Trump, et tout le monde en parle à Washington, il y en a beaucoup plus qu'à Paris,
Cet effondrement mental de Trump est accompagné par un effondrement moral de la direction israélienne. Le ministre de la Défense, Katz, a déclaré dans une télévision américaine, que le 23 avril, qu'Israël est préparé à recommencer la guerre contre l'Iran. On attend le feu vert des États-Unis et il faudra en passer par faire revenir l'Iran à l'âge de pierre et anéantir son pouvoir de nuire. Donc ça va très loin, la pression pour la guerre, directe, indirecte, par le système en place, qui sont bien mis en place aux États-Unis, par l'influence extérieure des dirigeants israéliens actuels et par cette idée d'une grande Amérique, du Groenland à la Terre de Feu, d'un grand Israël qui recouvrirait tout le Proche et Moyen-Orient, et le reste, ce serait le chaos. Et voilà la base dans laquelle la guerre apparaît comme pratiquement inéluctable. Donc, pour montrer que c'est précisément ce dont il faut en sortir, comme même un Tucker Carlson l'a dit, il a dit que Trump a littéralement trahi tout ce que lui avait pensé de lui. Et Trump a répondu, Tucker Carlson, il faudrait qu'il consulte un psychiatre. Trump insulte tout le monde, et le fait sans mesurer ce que signifient ses propos. Il ne mesure pas ce qu'ils font contrôlant le détroit d'Ormuz, parce que les Iraniens étaient prêts à lever le blocus. Mais les Américains ont fait un blocus par-delà le blocus, leur propre blocus, dont les Iraniens disent non. Tant qu'il y aura des sanctions, tant qu'on nous interdit de faire du nucléaire civil, et tant que les Américains font ce blocus, on ne négocie pas. Les Américains disent, il faut que les Iraniens se soumettent, sans ça on ne négocie pas. Donc on en est là. Alors, on voit les effets sur l'économie mondiale. C'est une onde de choc pétrolière, énergétique et alimentaire qu'on n'a jamais vue depuis 1945. C'est bien plus fort que les autres chocs pétroliers. Les effets de cette crise commencent à se développer dans le monde. Ici en France, un Charles Sanat, commentateur économique, nous dit que Patrick Pouyanné, le dirigeant de Total, a dit « Avec les réserves que nous avons, de pétrole, de gazoil, de diesel, on peut tenir 8 semaines, parce qu'on utilise les stocks. Après, c'est la pénurie, et une pénurie de 20%. Donc le choc dans l'économie serait très fort en France, mais il est très fort, encore plus fort, dans d'autres pays du monde. C'est un choc économique partout. Et la première chose, c'est que la base pour les engrais azotés, comme pour les engrais à partir de l'urée, passe par le détroit d'Ormuz. Donc s'il n'y a pas d'engrais, l'agriculture ne peut pas démarrer. C'est le moment où il faut les engrais en Argentine, il en faut dans toute l'Amérique du Sud. Et on fera bientôt en Europe. Donc il y a toute une partie de la production mondiale qui est à l'arrêt si le détroit d'Ormuz reste bloqué, si l'économie est toujours orientée vers le profit immédiat. Alors, ce qu'on voit, c'est que la crise n'est pas seulement une crise de l'essence, du gasoil et de ce qui est nécessaire à la vie quotidienne des gens pour prendre leur voiture. Donc le prix augmentera, l'inflation énorme serait déclenchée. Mais c'est aussi les effets pour les engrais, me dit, pour l'alimentaire. Mais par exemple, pour le gazoil, s'il n'y en a pas, les pêcheurs ne peuvent pas sortir, puisque leur bateau marche au gazoil. On est dans une situation de crise qui s'étend de pays en pays. En Europe, la Slovénie a été le premier pays qui a décidé de limiter la consommation d'essence à 50 litres par jour, et probablement ça sera bientôt beaucoup plus. Enfin, beaucoup moins, dans ce cas. Beaucoup plus sévère. C'est les engrais azotés dont je parlais, c'est l'urée granulaire. C'est toutes ces choses-là qui manqueront à une économie alimentaire et qui manqueront également au transport. Et pour le transport aérien, on manquera de kérosène. Déjà, Lufthansa a supprimé 20 000 vols. Donc la crise est générale. Dans une période de guerre, quand une crise comme ça est générale, la sortie, c'est soit une entente, un accord pour un ordre, un système, une architecture de paix, ou c'est la guerre. On est là. Donc la direction, quelle direction les choses prendront, se joue maintenant avec, je dirais, quelqu'un dans le principal pays du monde, les États-Unis, qui est mentalement inapte à exercer le pouvoir. Que, heureusement, certains milieux militaires encore parviennent à contrôler, mais on ne sait pas combien ça durera, et les gens qui sont autour de lui sont pour tous les chantages
y compris autour de Trump, sont pour le chantage, y compris le chantage nucléaire. Alors, dans l'économie mondiale, vous verrez les pays du Golfe, par exemple, qui utilisent les hubs pour l'aviation et qui tirent une partie de leurs revenus de l'aviation. Bientôt, comme il y a moins de kérosène, moins de vols, ils auront un problème financier. Il y a tout le secteur industriel, l'aluminium, par exemple. L'aluminium a besoin de ces... Donc, on voit déjà en Allemagne, en France, les conditions des premières faillites, les premières faillites se produire. On voit même les grandes sociétés comme Volkswagen ou d'autres avec la tentation de passer à l'économie de guerre et pas en rester à une économie de paix. Alors, notamment, en ce qui concerne la guerre d'Iran, Trump pense, et il a changé du jour au lendemain, il pensait lancer une opération militaire, bombardement, menacer l'Iran renvoyé au Moyen-Âge. Là, il espère étouffer l'Iran et que, économiquement, le pays s'effondre. C'est vrai, le rial iranien, la monnaie s'est effondrée, il y avait pénurie partout, et même, une des raisons pour lesquelles le prix de l'or augmente, beaucoup d'Iraniens achètent de l'or, et c'est devenu un facteur important sur l'économie de l'or. On est en plein, je dirais, irréalité, comme vous parlez des régimes illibéraux, là on est dans l'irréalité. Et Trump espère étouffer le gouvernement iranien, et il espère, de ce point de vue aussi, le blocage d'Ormuz continuant, porter un coup à la Chine et à la Russie, mais surtout à la Chine, qui a besoin du pétrole de cette région du monde. Mais les Chinois ont grande réserve aussi, sans doute supérieure à celle de la France et des pays de l'Union européenne. Alors Trump, lui, s'en prend aux déserteurs de l'OTAN, il veut chasser l'Espagne de l'OTAN, il n'a aucun pouvoir pour le faire, rien n'est prévu à l'OTAN pour chasser l'Espagne. Sans doute cette désintégration de l'OTAN, nous avons toujours été pour que la France sorte de l'OTAN, ne serait pas une mauvaise chose, mais pas dans la situation actuelle, où c'est les va-t-en-guerre qui seraient encore plus va-t-en-guerre que l'OTAN elle-même. Donc on en est là. Et le danger, à très court terme et immédiat, par rapport à une France dans laquelle on se croit dans un pays à la ramasse et en dehors de la réalité. Je prends le journal du dimanche, qui fait l'éloge de Jordan Bardella, qui dit « Nous voulons libérer les entreprises ». Voilà la partie business du Rassemblement national qui l'emporte sur l'aspect social qu'avait Marine Le Pen. Le RN assume son virage pro-entreprise avant 2027. Ça ne veut pas dire pro-entreprise productrice, hein. Ça veut dire pour toutes les entreprises, y compris les financières. Et le MEDEF n'est pas connu comme un organisme pro-production, c'est un organisme dans lequel on couvre la vente de nos entreprises à des intérêts étrangers, on ne s'insurge pas. Et en plus, on confond financier et la production réelle de biens. Bardella part à la conquête des patrons. Le Pen et Bardella à la conquête des patrons. Ils ont rencontré chez Drouan le 7 avril Marine Le Pen, ensuite au MEDEF Bardella. Donc il y a ce rapprochement. Et au nom de quoi? De la souveraineté nationale, défendue par des gens qui s'intègrent tous au système financier existant, qui est absolument contraire à toute souveraineté. C'est ici qu'on est dans le rêve et dans un mensonge inhérent. Ils ne savent peut-être même pas que c'est un mensonge, tellement ils ont peu le sens de ce qu'est la vérité. Donc, on en est là en France, avec, évidemment, en politique, Retailleau qui taille sa route, Édouard Philippe qui fait ce qu'il peut pour être le candidat, apparaît même Cazeneuve au Parti socialiste, tout le monde parle de Hollande qui veut se représenter, enfin, on est sur la nef des fous, de ce point de vue-là, avec cette obsession de l'élection présidentielle comme une chose en soi, et pas comme un élément qui pourrait intervenir pour changer avec une volonté politique cet ordre désastreux des choses dans lequel nous sommes plongés à l'international comme au national. Alors, évidemment, si vous regardez ce que dit dans son interview Jordan Bardella, sur certains points, cela apparaît raisonnable, mais c'est raisonnable hors sol. C'est comme si on était dans une situation normale, et il ne traite pas la situation au fondement de ce qui doit être, c'est-à-dire cet affrontement de ce nouveau technofascisme aux États-Unis, et qui est de façon très intéressante, et je vous conseille de le lire, un peu analysé partout. Je mentionne d'abord une petite brochure apparue sur une proposition de quitter au plus vite tous les réseaux sociaux, qui dénonce le technofascisme, qui montre bien
que dans ce contexte, on livre les gens à leur perception immédiate, on livre les gens aux images, et on ôte le temps de réflexion pour les idées. Et ça, c'est dans l'intime que joue ce système, et pas seulement dans le militaire au sommet pour la guerre. C'est une guerre intérieure, à l'intérieur de nous-mêmes, sur laquelle joue par l'intelligence artificielle, par tout ce qui est le nouveau contrôle de tous les secteurs, y compris, d'ailleurs, le quantique. Je pourrais vous parler longuement de la question du quantique, mais c'est sur ça que jouent aux États-Unis certains pour le quantique et même la fusion thermonucléaire mise au service d'une économie financière. Alors ça ne peut pas marcher, hein, mais ces paroles qui ne sont pas cohérentes avec la réalité. Alors on voit en France un certain écart par rapport à cet ordre, ce nouveau fascisme qui arrive aux États-Unis. Je pense le monde aime, le pape devrait faire attention quand il parle de la théologie, on cite Vance, et on l'attaque violemment en disant qui est Vance, qui est Sean Hannity, qui est un autre Américain qui s'adresse au Vatican comme s'il était une autorité, et on est là aussi dans une forme folle. Le pape a un frère qui s'appelle Louis Prévost, et Trump l'a reçu en disant « Louis, il est meilleur que Léon, c'est Louis qui aurait dû bien, c'est lui le bon de la famille », enfin, à peu près n'importe quoi. Alors, en France, on prend peur, le canard enchaîné, fascisant contract de la DGSI avec Palantir. Donc Palantir apparaît comme l'entreprise qu'elle est, c'est-à-dire une entreprise de surveillance et de contrôle de l'opinion, et d'organisation au niveau militaire d'une économie de guerre pour choisir les cibles et bombarder. Julien Gobin, dans le journal du dimanche, le projet de Palantir est post-démocratique. C'est en finir avec un principe fondateur de nos démocraties, héritières des Lumières, l'autonomie du citoyen. C'est-à-dire le citoyen est plus autonome, il est contrôlé dans tous les instants de sa vie. Et Palantir va plus loin. Évidemment qu'il a organisé avec ses données les bombardements en Iran et au Liban. Mais, de plus, le département de l'agriculture, le ministère de l'Agriculture aux États-Unis, a donné à Palantir un contrat pour évaluer la production agricole aux États-Unis et le mettre sous contrôle et créer un modèle globaliste dans lequel, soi-disant pour assister les agriculteurs, on les met sous la coupe de Palantir. Alors, je dirais, en France, et dans le commentaire, Macron n'a pas créé les fractures françaises, il les a incarnées, Jérôme Fourquet. Alors, on voit s'il les a incarnées, s'il les a créées, qu'est-ce qui arrive. On étudie ça de façon sociologique, alors que le risque de guerre est le marqueur du système dans lequel on se trouve. Alors, on voit toutes sortes de compromissions en France. Il y a un long article dans le Monde diplomatique sur la romance médiatique entre Brut, l'organe d'information sur Internet, entre Brut et l'Élysée. Et on voit comment Brut, qui n'était pratiquement rien en 2017, il m'avait même interviewé, j'étais un des rares à être interviewé avec, je pense, Asselineau à l'époque, c'est pour réussir, ça s'est complètement retourné en une organisation au service d'une récit propagé par la présidence. Donc là aussi, contrôle. Donc voilà, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir de tout cela. Et nous avons une conférence à Berlin, fin mai, dans laquelle, au niveau européen et aussi international, on verra les conditions dans lesquelles on peut en sortir. Madame Larouche vient de tenir à Berlin aussi une réunion dans laquelle, avec les autorités, avec l'autorité d'un centre de recherche chinois sur la vie contemporaine, une réunion sur par quel moyen peut-on sortir aujourd'hui de la situation. Et c'est intéressant de voir les réactions des gens. J'étais récemment dans une interview et j'expliquais que le pape avait dit sur la nécessité de la coïncidence des opposés pour baser une nouvelle architecture qui soit en dehors de l'actuelle qui est destructrice, et les propositions de la Chine pour un système gagnant-gagnant de développement mutuel. Celui qui m'a interviewé, quand il a vu ce rapprochement, il dit « Foutez n'importe quoi, c'est pas possible, comment ça peut être ?» Ben si vous voyez les choses de haut, comme dirait le général de Gaulle en 1941, j'ai dû monter au sommet, ou Martin Luther King, j'ai vu de haut, je suis monté au sommet de la montagne. Si vous voyez de haut, vous voyez la réalité.
Et aujourd'hui, le problème que nous avons en France, c'est que nous sommes dans quelque chose qui ressemble au fog londonien des années 50. On est dans une espèce de brume poisseuse qui sent mauvais et dans laquelle on parle, et on ne passe pas à l'action, et à l'action déterminée. Donc ce que je veux vous dire, c'est que mon livre, Répondre au cri du peuple, donne des pistes pour agir, simplement des pistes. Et tout ce que nous défendons à l'international avec notre Institut Schiller montre que c'est un moment de l'histoire où c'est pas tel ou tel personnage, que ce soit Trump ou d'autres, qui compte. Certes, c'est un bouton sur lequel on risque d'appuyer pour mettre le monde en danger. Trump est un peu un bouton dans ce système. Le problème, c'est tout le système. Et c'est tout un ordre international, c'est toute une façon de penser des citoyens. Et Diane Sare aux États-Unis, ou nous-mêmes, dans notre lettre de l'Institut Schiller ici, soulignons que c'est de manière de penser qu'il faut changer. Et ce que je vous dis aujourd'hui est un défi. Parce que changer de manière de penser, ce n'est pas penser à qui ou quoi pourra être candidat à la présidence. Changer de manière de penser, c'est voir les choses en dehors de ce système qui est en train de s'autodétruire, parce qu'il se détruit lui-même, et penser à l'avenir de l'humanité, voir avec les yeux du futur, comme j'ai essayé de le communiquer au cours de mes campagnes présidentielles. Et là est le défi, et c'est un défi immédiat, dans lequel il faut arrêter la guerre, il faut à court terme la diplomatie, et à plus long terme une nouvelle architecture qui permette de réunir les efforts lorsqu'on aura arrêté la guerre et qu'il faudra organiser la paix. Voilà ce que je veux vous dire en ce lundi matin, dans ce moment décisif de l'histoire.